Voilà, on se retrouve en plateau avec 3 nouveaux invités. Michel Hirsch, qui est avocate pénaliste, Sylvie Loumet, qui est psychologue, sexologue, Olivier Sloss, qui est porte-parole de la police zone de Bruxelles et XL, et Ingrid, qui est victime et membre de la SBL Brise le silence. Alors, j'ai envie de commencer par vous, Olivier. On vient de voir voilà, cet extrait qui est quand même assez parlant. On se met à la fois dans la peau de cet enquêteur qui a besoin évidemment de récolter un maximum d'éléments factuels pour constituer un dossier, et en même temps on ne peut pas s'empêcher d'être dans la peau de la victime qui, en plus, comme le dit la réalisatrice, en 48 heures va répéter 5 fois son histoire et qui doit répondre à des questions voilà, très intimes. Et je vous avoue que je me suis dit que moi, à sa place, je pense que j'aurais pris mes jambes à mon cou. Je suis pas sûre que j'aurais eu le courage de rester jusqu'au bout et de déposer plainte. Oui, tout à fait compréhensible, mais je crois qu'il faut mettre 2 choses en avant. Des questions doivent être posées par la police. On est à la recherche d'éléments d'enquête pour permettre d'identifier un auteur. Et 2, ce genre de questions ne va pas intervenir dès le premier contact avec une victime non plus. Donc il y a, en principe... Là, c'est le tout premier contact. Oui, mais entre-temps, je veux dire, on apprend naturellement et on s'améliore. Le projet dans lequel la zone de police est impliquée. Vous voulez dire que ce policier-là, il a une zone d'amélioration possible? Oui, dans le sens que on commence l'audition en principe avec un récit libre. Donc on laisse parler la victime et petit à petit, on va commencer à être plus précis dans les questions. Et en fin de parcours, il y a parfois des questions fermées qui doivent être posées pour être sûr. Mais là, par exemple, 2 doigts, 3 doigts, c'est utile? Parce que les témoins qui étaient là dans ce plateau précédemment disaient que c'était pas vraiment nécessaire de... Je connais pas l'enquête dans sa globalité, donc je peux imaginer que par moment, ça peut être utile, puisqu'il y a probablement aussi un constat de lésion. Et il faut voir, est-ce que ce constat de lésion, est-ce qu'il y a des comportements qui peuvent l'avoir causé, etc. Donc il faut reconstruire cette histoire. Donc je pense qu'il y a des situations dans lesquelles cette question peut être posée. Mais le tout est naturellement de préparer préparer cette question et de ne pas la poser. Est-ce que dans les commissariats on est préparé? Les commissariats, je crois que ce ne sont pas nécessairement des structures adaptées pour accueillir des victimes de violences sexuelles, dans le sens que ce qui se passe dans un commissariat, c'est qu'on va devoir expliquer ce qui se passe à quelqu'un qui fait l'accueil, qui va évaluer est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est, où est-ce que ça se passe, etc., aviser un supérieur ou un collègue pour la plainte, etc. Je crois que c'est le genre de fait pour lesquels on doit immédiatement mettre la personne en contact avec la personne qui va prendre l'audition et donc enlever tous les intermédiaires. Toutes les étapes. Tout à fait. Et je crois que la première personne, et ça c'est les recommandations internationales aussi, c'est la première personne qui doit avoir contact avec une victime de violence sexuelle, ce n'est pas un policier, c'est quelqu'un du monde médical, voire un intervenant psychologique. Dans les CPVS, les centres de prise en charge de violence sexuelle, c'est exactement ce qui se passe. Il en existe 3 en Belgique, ce sont des projets pilotes. Oui, tout à fait. Donc il y en a un à Bruxelles, un à Liège et un Gand. Et là, la première personne que la victime va rencontrer, c'est une infirmière médico-légale qui va d'abord écouter le récit de la victime. Elle va apporter des soins médicaux. Elle va, si possible, faire la recherche d'éléments de preuve, un constat de lésion, mais aussi des preuves matérielles ou des traces, etc., sur les vêtements, sur la personne, etc. D'où le terme infirmière médico-légale. Et en fonction des besoins de la victime, la police sera avisée ou pas. Donc la victime a le choix de déposer plainte ou pas. Si la personne décide de déposer plainte, des policiers spécifiquement formés se déplacent jusqu'au centre de prise en charge des violences sexuelles où ils disposent d'un local d'audition et l'audition se passe mais ça, c'est seulement dans 3 lieux. Pour le moment, dans 3 lieux, effectivement. Oui, en Belgique, c'est pas assez. Ça, oui. Michel Hirsch, vous êtes avocat pénaliste. Vous avez réagi assez vite à une des scènes où on voit cette confrontation avec, entre la victime et le présupposé coupable, où vous dites ici ça se passerait pas comme ça en Belgique. Non, il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas comme ça en Belgique, et en tout cas aujourd'hui et maintenant. Comme avocat, pour les victimes,
qui viennent de subir un viol, je dirais, la première chose à faire, en réalité, la première chose à ne pas faire avant de vous rendre, même au commissariat de police, même dans un centre spécialisé ou à l'hôpital, c'est de ne pas vous laver. Ne pas vous laver. Ne pas laver vos vêtements. Alors que c'est la réaction, évidemment, la plus naturelle et la plus normale, c'est d'abord de ne le faites pas. Mais ça, c'est évidemment seulement pour les victimes de viol qui sont à même d'aller directement après les faits. Et ça, c'est quand même très rare, en fait. Et c'est très rare. Qui sont capables d'aller en déant les 72 heures, parce qu'il y a aussi alors, ce délai. Ça arrive. Et ça c'est arrivé à une de mes très jeunes clientes. Et ça s'est déroulé d'une manière extraordinaire. En réalité, elle était violée par son père depuis plusieurs années, dans le grand secret. Personne ne le savait. Et une fois, ça a été la dernière fois, elle est sortie de chez elle, sans se laver, avec sa carte d'identité et son petit baluchon, et elle s'est rendue directement à l'hôpital. Et on a pu recueillir des prélèvements de sperme, et son père a été arrêté immédiatement et traduit devant les tribunaux. Ça, c'est une des réalités aussi qui ressort des statistiques, le peu de statistiques dont on dispose, c'est que la plupart, en fait, des coupables ne sont pas ces hommes qui arpentent, comme ça vous est arrivé à vous, Ingrid, la rue, la nuit, et qui s'attaquent à une inconnue. La plupart du temps, le coupable connaît sa victime, en fait, et ça se passe dans la même famille. Et non seulement il connaît la jeune fille, l'enfant, ça peut être un garçon aussi, victime d'abus sexuels, de violences sexuelles, de viol, souvent n'est pas capable d'en parler, et n'est même pas capable d'identifier ce qui lui arrive, de savoir si c'est permis ou si c'est pas permis. On lui demande le secret. Et donc, dans ce cas-là, ce que j'ai envie de dire comme avocat, c'est oser parler, oser vous confier à un adulte, à l'école, à un médecin, à un ami, à une amie, à n'importe qui. Et en réalité, cette personne a le devoir de vous porter secours et de vous aider. Mais parlez. Ne gardez d'ailleurs, pas ça peut-être saisir ces mots pour donner un numéro de téléphone ou la procédure à suivre pour aller dans ces centres de prise en charge des victimes. Le premier endroit pour aller regarder, c'est le site www.violencesexuelles.be. Il y a une possibilité d'avoir une conversation en ligne avec des psychologues et il y a toutes les informations concernant les centres de prise en charge des violences sexuelles, numéro de téléphone, adresse, etc. Donc le 0800 98 100. Tout à fait, c'est un des numéros, effectivement. Je voulais réagir aussi par rapport à ce qui a été dit avec ces centres de prise en charge de violences sexuelles qui ont ouvert en novembre 2017. Depuis l'ouverture, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont franchi cette porte pour avoir accès à des soins holistiques. Pas tout le monde a déposé plainte, mais on commence à avoir un peu un regard sur le chiffre noir. Je ne dis pas qu'on est loin d'avoir tout, mais on commence à avoir plus d'informations et ça se confirme, presque 60% sont des viols ou des violences sexuelles commises par des gens qui sont connus de la victime d'une façon ou d'une autre. C'est pas toujours l'environnement direct, parfois un copain d'un copain, etc. Mais en tout cas, la violence sexuelle, c'est un mythe que... il y a 40% sont des cas comme ça, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas toujours la personne qui attend, le prédateur qui attend dans les buissons non plus. Donc. Ingrid, maintenant, je voulais dire aussi, c'est l'emprise aussi certainement que joue l'agresseur sur sa victime dans le cas où il connaît l'enfant, donc l'emprise, l'autorité. Je veux dire, l'enfant prend exemple sur l'adulte. Et donc, si l'adulte montre ses gestes, quelque part, ça a d'une normalité pour l'enfant. Or que ça ne l'est pas du tout. Et donc, je voulais souligner ça
Ça aussi. Sylvie Loumet, peut-être une réaction. Vous êtes psychologue, sexologue. Comment on se reconstruit une sexualité normale? Comment on devient homme, femme, quand on a subi un viol en étant enfant ou même en étant jeune fille? Comment on se reconstruit? Oui. La première chose, et ça vient d'être très bien dit, c'est d'être directement cru et entendu. Ça va aider énormément la reconstruction si on est entendu. J'ai plusieurs patients qui m'ont dit, ou patientes qui m'ont dit, j'ai essayé de le dire à un tel, à une telle, à un prof, à ma mère, mais on m'a tout de suite dit, mais non, un homme d'église ne fait pas ça. Oui, ça dérange aussi, c'est une réalité qui dérange. Ton parrain ne ferait jamais ce genre de choses, avec quoi viens-tu? Donc être cru d'emblée. Je pense que le risque de ne pas croire une victime potentielle et qu'elle se rétracte est beaucoup plus grave que le risque de croire une fabulatrice, enfin une personne fabulatrice, qui au bout du compte, dans l'enquête, on verrait tout de suite qu'elle est fabulatrice, vous voyez. Donc il vaut mieux croire d'emblée. On part du postulat que ce qui est dit est vrai. Donc être entendu. Ensuite, être reconnu. Dans les faits, le contraire qui se passe. On met plus en doute la parole de la Je suis très heureuse d'entendre la création de ces centres, parce que je crois que le réflexe va être d'aller vers ces centres-là, plutôt que d'aller vers le commissariat, où c'est vrai qu'au commissariat, ils traitent toutes sortes de plaintes à toutes sortes de jours de la nuit, et ils n'ont pas le cadre et la formation. Je peux comprendre. Donc c'est chouette qu'il y ait la création de ce genre de centre, et j'espère que ça va s'étendre. Oui, c'est le but. Mais... Oui, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Oui, j'imagine. Je dois encore aller visiter. Moi, je l'ai fait. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, si vous me permettez. Donc, dans le reportage à la fin, donc on voit la plaidoirie de l'avocate. Et alors, au niveau de la peine, moi, j'ai pris perpétuité. Parce que, voilà, toute ma vie, je vais devoir vivre avec. J'ai d'abord survécu. Parce que j'étais en mode survie pendant tout un temps. Maintenant que mon cheminement, voilà, je suis en train de vivre et voilà, je suis vraiment dans la sensibilité qu'on peut s'en sortir. On n'est pas tous cachés et voilà, la vie continue, la vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue et c'est ce que j'inculque même autour de moi, ma fille, parce que c'est très important de se réjouir de moindres petites choses de bonheur que la vie peut nous apporter. Michel Hirsch, peut-être un mot sur ce système judiciaire qui ne parvient à poursuivre que 1% donc, des cas déclarés de viol. Est-ce que ça veut dire que le système est inapte, misogyne, inadapté, en tout cas patriarcal? C'est compliqué. En réalité, il y a le dire en justice, il y a le dépôt de la plainte. Et puis, il y a la suite. Et le processus judiciaire est extrêmement lourd. Les victimes que nous avons défendues ont non seulement dû parfois répéter plusieurs fois leur histoire, et il faut quand même savoir que raconter ce qu'on a vécu, c'est revivre ce qu'on a vécu. Et on demande chaque fois à la victime de revivre, y compris devant le tribunal. Parfois le tribunal 2-3 ans après. J'ai des victimes de viol qui n'arrivaient même plus à arriver jusqu'à la barre, qui n'arrivaient plus, qui revivaient et qui incarnaient les symptômes qu'elles avaient eus précédemment. Donc c'est une épreuve qui est une épreuve colossale. Face à la longueur, à la douleur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de dire à une de vos clientes, de vos victimes, ne porte pas de plainte? Alors, je ne vais pas dire ne porte pas plainte, mais je peux dire les conditions dans lesquelles le processus judiciaire va se mettre en marche ne vous permettront pas d'arriver à la condamnation de l'auteur. Et ça, je peux le dire. Mais je ne dirais pas ne déposez pas plainte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête, même s'il y a prescription. Même s'il y a prescription. Parce qu'il y a peut-être d'autres victimes. Et s'il y a d'autres victimes, elles peuvent prendre d'une certaine manière le train de cette première plainte. Et on peut déboucher vers une condamnation de l'auteur. C'est un combat. C'est un combat dans lequel, en réalité, aucune victime ne peut être seule. Ça nécessite un accompagnement à tous les niveaux. Le processus judiciaire est difficile. Et puis les peines ne sont pas non plus
Et parfois, oui. Alors, ça dépend, il faut avoir un bon nerf. En France, c'est la cour d'assises. En Belgique, pas. C'est le tribunal correctionnel. D'office, c'est le tribunal correctionnel. Mais on peut aller jusqu'à des peines de 20 ans. Hein. Moi, il était mineur au moment des faits. Donc c'était le tribunal de la jeunesse. Et là, ça c'est IPPJ. Oui, mais voilà. Évidemment. Moi, je l'ai recroisé 2 fois dans la rue. Je comprends. Depuis les faits qui datent de 10 ans. Et donc, mais il y a moyen d'empêcher de fréquenter le même. Il y a des. Il y a des choses qui sont à l'étude, hein, donc des bracelets d'éloignement, etc., des procédures. Ça peut être une des conditions. Oui. Oui. Des peines donc trop courtes et des traumatismes qui, eux, durent très longtemps et qui parfois se réveillent des années après. Je vous propose de réécouter le témoignage d'une des victimes du film chez ce psychiatre qui lui demande si elle a des phases d'hypervigilance. On est alors 10 semaines après l'agression sexuelle. Est-ce que, là, au quotidien, vous avez eu des phases qu'on dit d'hypervigilance, c'est-à-dire de nervosité permanente qui fait que des informations qui d'habitude nous auraient pas stressé, là, nous stressent? Quelqu'un qui marche dans la rue, une porte qui claque ou quoi? Des fois, ça me gêne, surtout dès qu'il fait nuit, en fait. D'accord. Depuis ce qui s'est passé? Ouais, d'habitude, j'ai jamais aucun problème. Je pouvais rentrer à 4-5 heures du matin, j'ai jamais eu peur. Là, vous avez encore les problèmes de sommeil? Ouais. Quand vous avez une phase là d'insomnie dans un moment de fragilité particulier qui est celui-là, dans un contexte particulier qui est une enquête de police pour une agression sexuelle que vous avez vécue, il faut pas hésiter à prendre un traitement prescrit par un médecin. Donc, je vais vous donner des adresses, mais il faut vraiment que vous ayez voir un médecin, je pense. Ok ? Voilà, on s'est véritablement plongé dans la peau de cette victime traumatisée. Il nous a rejoint sur le plateau Max, c'est un nom d'emprunt, qui a été victime de viol et qui a le courage de venir témoigner de son expérience. Est-ce que ça vous parle, cet extrait-là, vous qui avez subi un viol il y a plus d'une 50aine d'années? Oui. Cependant, je suis là pour... avant tout dire qu'il n'y a pas que viol chez les femmes, que chez les hommes aussi, énormément de viol. C'est plus rare quand même que chez les femmes. Non. On verra, on donnera la parole à ces dames. Mais ce qui se passe... Vous qui avez une association, vous êtes d'accord? Il y a autant d'hommes que de femmes qui... Disons, dans les chiffres noirs, c'est clair que la majorité, ce sont des femmes, mais seulement si on pense en termes d'enfants, effectivement, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont subi des violences sexuelles. Et les enfants, ce sont des petites filles, ce sont des petits garçons. Ce qu'il y a, c'est que dans la société, la parole de l'homme, ils ont quand même très peu d'endroits où prendre la parole. Et donc, je pense que quand on voit le nombre de victimes qui portent plainte, c'est très très compliqué déjà pour les femmes de porter plainte. On voit les chiffres des peines, etc. Pour un homme, c'est encore plus difficile de faire cette démarche. On voit un Max qui est là de façon non reconnaissable. Pourquoi cette envie à la fois de venir sur ce plateau, de ne pas être reconnu, parce que c'est lourd à porter, parce qu'il y a encore des tabous? Non, parce que je suis, tout ça m'importe peu, parce que je suis un personnage public, et que je ne tiens pas, après l'émission, à avoir 200 coups de fil, ou des railleries, par mon exposition à la télévision, tout simplement. Quelle est votre histoire, en fait? Mon histoire, c'est lorsqu'un bisoutage, ça se passe dans un collège, dans les années 60. Les chambres étaient constituées d'alcôves, donc c'est pas des chambres, c'est les 3 parois avec un truc. Un rideau. Et je passais dans un autre cycle. Il y a eu un bisoutage, il y a 4 cons qui sont venus dans mon alcôve. Ils m'ont saisi et ils ont essayé de me sodomiser avec un manche-brosse. Et vu l'époque, il n'existait rien non plus comme service à cette époque-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de préciser aussi. Il n'y avait pas de service d'assistant. Bien entendu. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est se taire. Voilà. On ne se taisait pas, on en est le noir pigeon pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, à la visée des autres, quoi. Donc la meute se serait refermée, vous auriez été
mis sur le côté. Et Voilà. puis il y a la honte aussi, Sylvie Loumet, vous qui êtes psychologue, sexologue, c'est ce qui revient beaucoup dans ce film, c'est la culpabilité finalement qui se retourne, qui est à charge de la victime. Oui, voilà. La situation est honteuse, mais l'agresseur sexuel ne prend pas sa part par rapport à cette honte, et donc il y a un transfert sur la victime. Et donc la victime va se sentir honteuse à la place de l'agresseur. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et à la honte s'ajoute la culpabilité en se disant je n'aurais pas dû mettre une jupe, j'invente, hein, j'ai trop bu, j'aurais pas dû être là, etc. Alors qu'en fait, comme c'était bien dit dans le film par une professionnelle que je trouve assez extraordinaire et qui dit les choses de façon simple et franche, c'est la faute à cette mauvaise personne que vous avez rencontrée et qui ne pouvait que estimer que vous n'étiez pas prête à consentir à quoi que ce soit. Et qui aurait dû simplement appeler un taxi pour vous faire accompagner. Qui aurait dû être bienveillante avec vous. La honte doit changer de camp. Oui. Et au niveau de... Mais il y a aussi beaucoup d'a priori, on entend beaucoup dire en société, mais les hommes ont des pulsions sexuelles plus difficiles à retenir que les femmes. Voilà, ce sont des canards auxquels il faut tordre le cou, mais qui ont la vie dure. Oui, mais les hommes ont peut-être plus de pulsions sexuelles, c'est pas faux, la testostérone est là, mais ils ont à gérer ces émois et ces pulsions sexuelles d'une façon telle qu'ils n'agressent personne dans leur chemin. Je suis d'accord avec vous. Cependant, je persiste à dire que l'homme a le droit à dire non aussi. Bien sûr. Ce qui est beaucoup plus mal accepté. Absolument. De la part de sa compagne ou autre. La notion de consentement, est-ce qu'elle est prise en compte ? Oui, un viol, c'est une pénétration d'ordre sexuel. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le sexe de l'homme dans le vagin de la femme ou de la fille. Ça peut être dans l'anus, ça peut être dans la bouche, et ça peut être par le sexe, ça peut être par un doigt, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi, sans le consentement, parce qu'une relation sexuelle, c'est aussi une pénétration, mais sans le consentement. Donc, en principe, il ne faut pas nécessairement... Il n'appartient pas à la victime de prouver qu'elle n'a pas consenti. Ça, je dirais, c'est plus... le job de l'enquête ou de son avocat, vous voyez. Elle n'a pas à se préoccuper de ça. Au moment où elle dépose plainte de ce qui lui est arrivé, et la preuve, elle viendra après. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas confondre la preuve du viol avec le fait de le dire en justice, si vous voulez. Mais pour la victime, il y a quand même quelque chose de l'ordre, justement, de devoir prouver qu'elle est victime, de devoir prouver qu'il y avait consentement ou pas. Oui. Surtout qu'un des phénomènes qui se présente régulièrement, c'est la sidération. Oui. Absolument. Voilà. Donc, vous pouvez expliquer un petit peu ce phénomène? Donc il y a un mécanisme de défense naturel et spontané chez l'être humain quand il vit l'impossible, l'indicible et l'impensable, qui est ce phénomène de sidération parce qu'il côtoie d'une certaine façon la mort. Il se sent dans une... Voilà, Madame approuve. On se sent dans quelque chose qui est d'ordre de la survie. Et on craint pour sa survie. Et donc à ce moment-là, le mécanisme est tel qu'on est dans un état de figement. Et donc les questions du style tu aurais pu crier, partir, réagir ou qu'on s'auto-reproche aussi par la suite, elles n'ont pas lieu d'être parce que ce n'est juste pas possible. La sidération empêche l'action. Oui, donc c'est difficile après, en tant qu'avocate, mais de défendre une victime qui est restée inerte. Mais justement, cet effet de sidération... Pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement. Il n'y a pas que le dire de la victime. Il peut y avoir... Elle en a parlé à d'autres. Et il y a d'autres formes de preuves en justice que uniquement la victime, son corps et son témoignage. Vous voyez, il y a aussi la séquence, comment les choses se sont passées, que dit l'auteur, il y a des procédures, des enquêtes qui sont menées et qui sont susceptibles d'aboutir, même s'il n'y a pas de traces de violence, même s'il n'y a pas de ça c'est important de répéter à toutes les victimes peut-être qui nous écoutent ce soir. Il n'est pas nécessaire d'avoir
battu son agresseur, d'avoir résisté violemment. Donc simplement la sensation, le sentiment d'avoir été violé suffit à déposer plainte. Oui, je ne dis pas que ça suffit à aboutir à la condamnation de l'auteur. Oui. Je dis aussi qu'il n'y a pas que le dire en justice ou le dépôt de la plainte. Oui. Il y a tout ce qui se passe après, qui est de l'ordre d'un très grand... Le système judiciaire peut être très violent pour les victimes aussi. Tout à fait. Et ça nécessite un accompagnement, non seulement psychologique, mais parfois médical, outre évidemment... les systèmes d'aide aux victimes, l'avocat, il y a une série d'intervenants qui peuvent assister la victime ou des organisations telles que la vôtre. Tout à fait. Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est par rapport à l'expertise donc des victimes. Pourquoi les victimes sont-elles expertisées et pas forcément l'agresseur? Et donc nous avons donc dans le cadre de l'association des situations où la victime a été expertisée et pas l'agresseur. Donc qu'est-ce qui se passe? On vient appuyer sur le bouton et donc la victime se sent colle et donc elle est stigmatisée. Ça vient encore rajouter à cette couche de honte et de culpabilité. Et donc voilà, donc ça je pense que c'est peut-être l'occasion d'un autre débat, mais en tous les cas, c'est important de savoir aussi qu'il y a encore de l'injustice. Donc il y a le viol et puis il y a tout ce qui se passe après. Et mais ça ne doit pas du tout décourager les victimes de viol. Apporter plainte. Et apporter plainte. Oui, merci à tous les quatre d'avoir... Peut-être juste un mot, Max, alors. Merci pour clôturer. Attendez, Max veut quand même... La première chose, la victime ne souhaite qu'une chose, d'être reconnue comme victime. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il y ait la justice qui s'occupe de son cas et qui ne vient pas faire de la victime l'auteur. Et le délai très long d'intervention de la justice, je lisais tantôt en Espagne, 7 jours avec le bracelet électronique et passage au tribunal dans les 15 jours. Ici, c'est dans les 15 ans. Et puis, il y a un délai de prescription, mais qui peut être prolongé. Mais pour tout ça, il faudra prendre contact avec un avocat. Merci en tout cas à tous les quatre pour ces témoignages, pour votre expertise. J'espère que ceux qui se trouvent derrière l'écran vont continuer ce débat qui est riche et qui pose encore beaucoup de questions dans notre société. On va le poursuivre d'ailleurs avec un autre film qui met en valeur la question du consentement. C'est un film qui est basé d'ailleurs sur le récit d'une jeune fille, Ada, c'est un nom d'emprunt, qui était violée par 3 fois à l'âge de 18 ans. Alors, on parle de zone grise, de zone d'ombre. L'a-t-elle voulu? A-t-elle résisté justement? Est-ce qu'elle a été sidérée? On ne sait pas très bien. Alors, la réalisatrice, Alex Poukine, s'est emparée de ce récit et l'a fait lire à 12 femmes et 2 hommes qui chacun, certains sont des acteurs, des psychologues, se sont emparés de ce récit et l'ont comparé ensuite à leur histoire. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 de ces acteurs à l'occasion du mois du doc, c'était au Cinéma Palace, vous allez voir, leur témoignage est assez édifiant. On regarde tout de suite, c'est Sans frapper d'Alex Poukine.